Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental reçoit le soutien de plusieurs personnalités africaines. Elles étaient réunies à Tanger au Maroc en marge de la 15e édition des May Days. Un appel à la mise en œuvre de la déclaration de Tanger a été lancé. Ouverture repoussée du marché des télécommunications en Éthiopie. Les autorités ont décidé d'annuler un appel d'offres pour une 3e licence. L'arrivée de ce nouvel opérateur était censée dynamiser la concurrence. Et la Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 prévue en janvier prochain. C'est la déclaration du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Il était en visite à Abidjan le 18 novembre. Mais tout d'abord au Sénégal, le parti de l'opposant Ousmane Sonko, le PASTEF, actionne son plan B après la radiation des listes électorales de son leader. À 3 semaines de la fin de l'obtention des parrainages, le PASTEF, les Patriotes, a désigné ce 19 novembre Bassirou Diomaye Faye comme son candidat. Ce dernier est connu pour être le secrétaire général du parti et le bras droit d'Ousmane Sonko. Rappelons que le 17 novembre, la Cour de justice de la CEDEAO, saisie par les avocats de l'opposant, a validé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales et la Cour suprême du Sénégal, son ultime recours judiciaire, a cassé un jugement du tribunal de Ziguinchor, une décision susceptible d'écarter l'opposant de la course à la présidentielle de février prochain. Le conflit au Sahara occidental était au cœur d'une réunion le 17 novembre à Tanger, au Maroc. Des personnalités africaines ont pris part à cette rencontre en appelant à la mise en œuvre de la déclaration de Tanger adoptée en avril dernier par l'Union africaine pour promouvoir le lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Reportage de notre envoyé spécial à Tanger, Séverin Douque. Il est impératif de réaffirmer et légaliser la marocanité du Sahara pour éviter la balkanisation du continent. C'est l'argument que défendent des personnalités africaines, dont d'ex-premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères africains, réunis dans le cadre de la 2e réunion de suivi de l'appel de Tanger le 17 novembre 2023. La position de ces acteurs rejoint la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 30 octobre 2023 qui a apporté majoritairement son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara. Territoire contesté par le Front Polisario qui revendique dans ce territoire une république arabe sahraoui démocratique. Le plaidoyer, c'est d'abord de sensibiliser les leaders africains, les décideurs africains, et ensuite de sensibiliser les opinions africaines en général sur les enjeux de la question liée à la marocanité du Sahara. C'est extrêmement important. Il faut respecter les peuples dans leurs particularités, dans leur culture, dans leur histoire, c'est vrai. Mais les ensembles que la nature ou l'histoire ou Dieu, les ensembles qui nous ont été donnés, il faut les préserver. Il faut dépasser cette solution qui consiste à découper l'Afrique, jusqu'à quand? La réunion, dont les membres sont passés de 16 à 24, a abouti sur un appel solennel pour expulser la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Il s'agit, pour ces émissaires étatiques, réunis dans la ville nordique marocaine, Tanger, de témoigner de leur engagement à s'unir derrière la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental et à accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Tanger. Une feuille de route à l'intention des chefs d'État et de gouvernement a été produite pour plaider cette cause. Nous avons finalement fait un appel solennel pour que la pseudo-RASD soit effectivement expulsée de l'Union africaine. Ça y va de notre crédibilité, de notre organisation panafricaine. La déclaration de Tanger consacre notamment une nouvelle approche multidimensionnelle qui prend en considération l'importance de la relation entre la paix, la sécurité et le développement dans les stratégies et programmes d'instauration de la paix et de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sur le continent africain. La question sécuritaire demeure prioritaire au Burkina Faso après les tueries perpétrées début novembre dans le centre-nord du pays, au cours desquelles au moins 70 personnes ont perdu la vie. C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé d'adopter un nouveau projet de loi. Celui-ci porte sur le contrôle des frontières et la migration. Plus de détails avec Mildred Diamo. Le gouvernement de transition du Burkina Faso multiplie les stratégies pour mieux lutter contre les groupes armés.
Mais le défi reste énorme au vu de l'intensification des attaques contre les civils et l'armée au cours des derniers mois. Le 5 novembre 2023, dans le village de Zaongo, au centre-nord du pays, des attaques terroristes ont fait au moins 70 victimes, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités le 13 novembre 2023. Face à cette situation, les autorités de transition ont adopté un projet de loi portant révision des conditions d'entrée, de séjour et de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso. Aujourd'hui, il va sans dire que la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso a atteint une vitesse de croisière qui laisse penser qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Il y a des résultats sur le terrain. Cela ne veut pas dire que tout est rose à 100%, mais on peut dire que des efforts sont faits et des résultats sont atteints. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres le 15 novembre 2023 vise à renforcer le dispositif de contrôle des frontières, de la migration et à contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toute forme de criminalité organisée. Il servira de base juridique aux plateformes électroniques de délivrance des documents de voyage et de séjour au Burkina Faso et va encadrer l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national. Ce projet de loi permettra de faire deux choses. La première chose est de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans la protection du territoire. Deuxièmement, de permettre à ces forces de défense et de sécurité d'avoir la latitude de contrôler efficacement ceux qui rentrent et ceux qui sortent du territoire à travers leurs documents d'identité. Le gouvernement de transition a également annoncé la création du groupe spécial d'intervention de la police nationale avec pour mission la gestion opérationnelle des situations de crise sécuritaire complexes. Le 2 novembre 2023, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué que le pays devrait commencer à examiner tout colis venant de l'extérieur, quelle que soit la voie d'entrée du pays, dans la poursuite des efforts visant à éradiquer le terrorisme. Le Soudan demande aux Nations Unies de mettre fin à l'UNITAMS. Le gouvernement soudanais reproche à la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan son incapacité de soutenir le processus de transition entamé depuis 2020. Le Soudan, qui, rappelons-le, est en proie depuis avril dernier à un conflit armé entre généraux qui a fait plus de 6 000 morts et quelques 7 millions de déplacés internes. Les précisions de Nathalie Mo. Le gouvernement du Soudan a décidé de mettre fin à la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan, l'UNITAMS, avec effet immédiat. La décision a été communiquée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 novembre 2023. Les autorités soudanaises reprochent à la mission onusienne son incapacité à soutenir le processus de transition dans le pays depuis 2020. Désormais, le retour à un pouvoir civil au Soudan est mis en péril après 7 mois de combat entre l'armée et ses anciens alliés des forces de soutien rapide. Entre 2020 et 2023, son mandat a été prolongé 2 fois, d'abord en 2021 et ensuite en 2022. Mais malgré ces différentes prolongations, la société soudanaise reste très fracturée jusqu'à présent. De nombreuses crises sociopolitiques se sont succédées, des coups d'État se sont succédés et aujourd'hui on dénombre plus de 4 millions de réfugiés et déplacés interne au Soudan qui par ailleurs accroît l'insécurité non seulement à l'intérieur du pays mais également dans les pays voisins. Le principal objectif de l'UNITAMS est de contribuer à la construction du processus démocratique au Soudan après la révolution de décembre 2018 qui a renversé l'ancien président Omar el-Béchir. En réponse à la demande de l'État soudanais, les Nations Unies ont annoncé que la mission prendra fin le 3 décembre 2023. Pour le Soudan, cependant, il ne s'agit pas d'une rupture avec l'ONU. Le gouvernement espère s'engager sur un nouveau mécanisme plus adapté aux besoins actuels du pays. L'État soudanais pourrait recourir aux Nations Unies pour mobiliser des ressources justement qui lui permettraient de se pacifier durablement. Il y a également la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme qui se développe à grande échelle dans le pays, mais également les différentes crises régionales et nationales qui s'y dénombrent actuellement et qui de manière globale influencent aussi la construction et la consolidation de la paix à l'intérieur même de l'État soudanais.
Les frictions entre le gouvernement du Soudan et l'UNITAMS ont connu un précédent en septembre 2023. L'ancien chef de la mission onusienne, Volker Perthes, était alors désigné persona non grata et contraint de quitter le pays. En attendant une éventuelle reconfiguration de la présence onusienne au Soudan, le secrétaire général Antonio Guterres a instruit un audit de l'UNITAMS et a nommé le diplomate algérien Ramtan Lamamra comme son envoyé personnel pour le Soudan. Ralentissement dans le processus de libéralisation du marché des télécoms entamé en 2020 en Éthiopie. Les autorités ont décidé de reporter l'introduction d'un troisième opérateur de télécommunications sur le marché en annulant un appel d'offres international. Alors, pourquoi une telle décision? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo. En date du 16 novembre, l'Éthiopie a annulé le processus visant à octroyer une licence internationale des télécommunications après soumission de devis chiffrés par les différents opérateurs intéressés. D'après la conseillère principale du ministère chargée de superviser le processus d'appel d'offres, Injad Chamil, le processus d'octroi de licence a été interrompu afin de donner le temps au pays d'évaluer le potentiel et l'état de préparation du marché. Elle a indiqué que pour l'instant, l'intérêt du marché international des télécommunications ne correspondait pas à celui du pays pour lancer la procédure pour la dite licence. Sur les 45,5 millions d'abonnés au mobile que nous avons recensés en 2019 là-bas, vous avez au moins 85 à 90% qui ont les puces d'Ethio Telecom. Donc, ces newcomers vont prendre du temps à pouvoir grappiller quelque part de marché à l'opérateur historique Ethio Telecom. Mais pour l'heure, celui qui tient la dragée haute reste encore Ethio Telecom dans le secteur des communications électroniques en Éthiopie. D'après les médias locaux, le secteur des télécommunications éthiopien a toujours été monopolisé par Ethio Telecom, entreprise contrôlée par le gouvernement de l'Éthiopie, et ce n'est qu'en mai 2021 que l'entreprise de télécommunications, à la tête d'un consortium britanno-japono-kényan, Safaricom, avait pu décrocher sa licence. L'ouverture du marché des télécommunications est donc très attendue par les entreprises du secteur privé. Nous n'avons à date, en 2023, que deux sociétés. La première, elle est essentiellement étatique, dominée à 100% par l'État. Elle s'appelle Ethio Telecom, détenue essentiellement par l'État. La deuxième maintenant, qui n'a reçu sa licence qu'en mai 2021, donc pratiquement 20 ans qu'on a eu à ouvrir ce secteur au niveau mondial, au niveau du monde entier, à la concurrence. Ce n'est qu'en mai 2021 que le deuxième opérateur du secteur des télécoms en Éthiopie a reçu sa licence, notamment Safaricom Telecom Éthiopie. L'industrie des télécommunications éthiopienne est considérée comme un atout majeur dans les efforts du Premier ministre Abiy Ahmed pour libéraliser l'économie après son arrivée au pouvoir en 2018 grâce à une population importante d'environ 120 millions d'habitants. Selon l'Union internationale des télécommunications, le taux de pénétration d'Internet en Éthiopie reste faible avec seulement environ 15% de la population ayant accès à Internet en 2023. Selon le Digital Reportal, c'est un total de 66,80 millions de connexions mobiles cellulaires qui étaient actifs en Éthiopie début 2023, ce chiffre équivalent à 53,5% de la population totale. Dans le reste de l'actualité, la digitalisation a un impact direct sur les emplois au Zimbabwe. D'après le syndicat Zibaou, cette infrastructure zimbabwéenne a récemment affirmé que 75% des emplois du secteur bancaire ont été supprimés depuis le début des années 2000 en raison de la numérisation des données et des facteurs sociopolitiques, ce qui a entraîné une diminution de la main-d'œuvre et du nombre d'agences bancaires. Le tout dans un contexte économique difficile. D'après ce syndicat, cette situation émane d'une crise de gouvernance qui affecte l'économie, la société et les services publics. Plus de doute à avoir, la Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. C'est la déclaration faite le 18 novembre à Abidjan par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. C'était à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Robert Begré Mambé, un sujet de Samantha Saberou Saboubanga. Reçu le 18 novembre 2023 en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré Mambé, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, s'est félicité de l'engagement avec lequel les autorités ivoiriennes conduisent les préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023.
Je voudrais que le monde entier voie ces magnifiques réalisations et que plus personne ne me pose la question de savoir si la Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de la CAN. La Côte d'Ivoire est absolument prête. Elle est le plan A, le plan B et le plan Z. Le président de la CAF a par ailleurs assuré qu'une équipe importante de la CAF est basée de façon permanente à Abidjan pour suivre les préparatifs de cette compétition continentale. Dans la foulée, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé qu'une délégation de haut niveau sera à Marrakech, au Maroc, pour recevoir le prix d'excellence Award 2023, la plus haute distinction du football en Afrique, qui sera décerné au président Alassane Ouattara le 11 décembre prochain. La déclaration de Patrice Motsepe est très optimiste et très encourageante. Rien à voir avec ce qui s'était passé avant la CAN précédente au Cameroun, où il y avait des doutes sur la capacité de ce pays d'Afrique centrale d'organiser la compétition jusqu'à très très tard, jusqu'au dernier jour avant cette CAN. Et il avait fallu à l'époque que Patrice Motsepe ait des discours rassurants. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire est prête. Les infrastructures sont là. Il reste encore quelques détails par-ci par-là, au niveau des accès au stade par exemple, au niveau de la gestion des flux, mais en tout cas, au niveau des infrastructures, tout est prêt. Le discours de Patrice Motsepe se veut rassurant, sachant qu'il y avait des polémiques également autour du stade d'Ebimpe. Souvenez-vous, au mois de septembre, lors de ce match amical qui avait dû être arrêté face au Mali, les pluies diluviennes avaient noyé le stade, et ça avait été inacceptable. D'ailleurs, il y a eu un grand ménage au sein du gouvernement et au sein de la fédération à la suite de cette publicité négative pour la Côte d'Ivoire. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les matchs se joueront à Abidjan et Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le tournoi de 4 semaines opposera les 24 meilleures nations d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.